Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler d'un domaine qui est un peu loin du monde Linux Windows, et donc la technologie mainframe. L'objectif, ça va être de vous faire, donc vous représenter les bases d'un mainframe, qu'est-ce qu'on appelle un mainframe, un peu l'historique, vous expliquer un peu ce que nous on appelle la sécurité d'un mainframe et quelles sont les thématiques associées, et une petite démonstration d'attaque, puisque c'est l'usage ici, et ça permet en 4-5 minutes de vous montrer réellement ce qui se passe sur un mainframe. Et on vous présentera à la fin, mais rapidement, les types de prestations qu'on est amené à mener dessus. Donc déjà un petit rappel, donc Opida, en fait, on fait partie du groupe APAV. On est un cabinet d'audit, on est complètement indépendant des solutions techniques. Et donc on est amené à faire des audits donc, dans les différents domaines, Linux, Windows et mainframe. Donc si on parle un peu du mainframe, alors là on remonte dans le temps, c'est des systèmes qui existent depuis les années 50. C'était ce qu'on appelait les gros systèmes, donc en fait qui permettaient de faire du traitement transactionnel, sur les bases de données. Il faut savoir que ça a beau exister depuis plus de 50 ans, on les retrouve encore largement utilisés dans le domaine, que ce soit industriel ou bancaire. Et donc forcément, il y a des soucis de sécurité à prendre en compte. Donc ça répond à beaucoup de besoins, aussi bien dans tout ce qui est la gestion de l'entreprise, la comptabilité, mais aussi les traitements transactionnels, tout ce qui est flux en fait de données. Donc on voit que, bon, si vous connaissez un peu les images, vous avez vu qu'avant ça prenait beaucoup de place, maintenant c'est beaucoup plus condensé. On retrouve plutôt sous la forme d'une baie informatique qui contient le mainframe. Ça permet de faire des traitements très très gros de transactions. Donc on va retrouver une gestion centralisée de données. Donc la base de données, alors là on va parler des technologies mainframe surtout orientées IBM. C'est pratiquement maintenant le seul acteur mondial en fait en termes de mainframe. Et les outils qu'il utilise, c'est des outils de type base de données, donc DB2 pour ceux qui connaissent. Ça permet vraiment de gérer des millions, des milliards de transactions, de faire des traitements en fait batch, donc de traitement de calcul en fait par ces systèmes-là. Donc il faut se dire une chose, c'est pas du tout des systèmes obsolètes, ils sont maintenus à jour. Ils font tourner même des partitions Linux maintenant, donc ils sont vraiment restés up-to-date par rapport à la technologie. Ils sont bien sûr en IP maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. On parlait plutôt de réseau SNA. Maintenant, ils sont en technologie IP. Ils s'interfacent avec les web. Par exemple, dès l'instant que vous consultez vos comptes bancaires avec votre téléphone, ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que l'application que vous utilisez, en fait, elle requête un mainframe derrière qui va vous donner les informations. Donc actuellement, dans les banques, tout le cœur de réseau, le cœur métier, est fait à base de mainframe. Parce qu'il y a une stabilité. Actuellement, les mainframes, il y a 2 montées de version par an. Donc c'est très très stable par rapport à un monde Windows ou Linux où presque toutes les semaines on doit faire des montées de version. C'est très très évolutif, on peut rajouter, comme c'est des machines qui ont été faites pour ça, on peut rajouter des processeurs, de la mémoire et autres, tout ça à chaud sans arrêter la machine. C'est vraiment très très efficace au niveau du traitement. Alors comme je disais, le problème maintenant c'est que le monopole est détenu par IBM. Et donc nous on travaille aussi bien sur les mainframes qui s'appellent ZOS, les systèmes Z, ou les systèmes I qu'on appelait avant les AS400. C'est les 2 technologies qui sont encore utilisées. Et ce qu'on disait, c'est quand même 92% en fait, des grandes banques mondiales utilisent des mainframes. Donc on ne peut pas dire que la technologie soit obsolète. Donc pourquoi on parle de mythe incassable? C'est vrai que le mainframe, de premier abord, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose de très robuste. C'est ce qu'on appelle des modes compartimentés. On lance un peu à la manière des machines virtuelles, on lance différentes applications. On a une gestion des droits très très forte puisqu'elle est issue du domaine militaire. Donc en fait, on va définir des profils d'utilisateurs, des droits sur les applications. Et c'est quelque chose aussi qui est encore un mythe parce qu'il y a très très peu d'informations réellement disponibles sur Internet. On trouve bien sûr des documents d'IBM, mais sur la sécurité elle-même, ça reste un monde assez obscur, comme l'était avant en fait la cybersécurité. Et c'est des systèmes propriétaires. Donc le problème, c'est que si on veut faire des études et analyser un peu comment ça se passe sur un mainframe, il faut déjà avoir accès à soi-même à un mainframe, ce qui n'est pas si simple, puisque ça a un coût. Par contre, malgré tout, en fait, on s'aperçoit qu'il y a un nombre de vulnérabilités qui ont été publiées récemment, depuis 5-6 ans, qui sont réellement pertinents pour ce domaine-là et qui fait qu'on se rend compte qu'il y a des failles qui sont exploitables en fait sur ces systèmes-là, que ce soit par l'interface web souvent sur laquelle ils sont interfacés ou directement sur le mainframe. Donc là, la démonstration qu'on va vous faire tout à l'heure, c'est vraiment une exploitation d'une faille sur un mainframe lui-même.
Et l'autre constat qu'on fait, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une perte de connaissance progressivement de ce monde-là, parce qu'il n'y a pratiquement plus aucune école qui forme à ce monde-là en fait en France, même à l'étranger. Et en plus, la plupart des gens qui connaissent ces technologies partent en retraite et il n'y a pas de transfert de compétences. Donc, par exemple, ces applications-là sont développées en COBOL. Il y a plus, je ne connais pas d'école actuellement qu'en France qui forme à la programmation COBOL. Donc, ça commence à devenir embêtant pour les grandes entreprises parce qu'elles se retrouvent avec des applications qui ont 30, 40 ans et qu'elles ont du mal à maintenir parce qu'elles n'ont plus les compétences en interne pour le faire. Donc, nous ce qu'on va vous montrer, c'est voilà, quels sont les types de scénarios qui sont pertinents là-dessus et vous expliquer après la façon dont on peut analyser en fait, la sécurité d'un mainframe et la faire évoluer pour la rendre un peu plus sécurisée. Merci Hervé. Du coup, je vais vous présenter une petite démonstration d'attaque sur un mainframe, un ZOS. C'est une attaque qu'on va pratiquer dans des prestations de type test d'intrusion, où en fait on va se mettre dans la peau d'un attaquant et on va essayer de compromettre tout simplement la cible, ici un mainframe. Là, je vous ai mis quelques exemples d'attaques sur le Z qu'on a développé dans notre lab. On a accès, grâce à notre partenaire Virtel, qui est présent d'ailleurs sur le salon, à un Z, ce qui nous permet du coup de développer des POC, faire de la R&D et trouver de nouveaux moyens de le compromettre. C'est vrai, comme l'a dit Hervé, c'est un monde un peu obscur, il n'y a pas beaucoup de ressources en ligne, il n'y a pas vraiment d'articles pour vraiment l'exploitation type offensive. Donc là, je vous ai mis plein d'exemples d'attaques. On n'a pas beaucoup le temps aujourd'hui, donc je ne vais pas toutes vous les présenter. Moi, je vais m'attarder sur la première, l'attaque sur les APF, Authorized Program Facility, et je vais vous montrer un peu comment ça marche. Oui, bien sûr. Bon, je vais mettre une petite vidéo de l'attaque pour éviter l'effet démo. Bon, déjà, si vous n'avez jamais vu un écran de mainframe, bienvenue. Ça ressemble à ça. C'est pas forcément aussi pratique et beau que ce qu'on a maintenant sur Linux et Windows. Mais globalement, c'est ça. Donc, c'est des séries de menus, en fait, dans lesquels on va pouvoir lancer des commandes, faire des opérations. Et pour mon attaque, du coup, je vais me rendre directement dans l'interface de commande, où on va pouvoir exécuter des commandes et des scripts. Et je vais directement lancer un exécutable qui est codé en Rex. C'est un langage de scripting sur le ZOS. Je vous montrerai tout à l'heure rapidement à quoi ça ressemble. Et en fait, ça va me permettre d'énumérer les programmes APF sur lesquels j'ai des droits spécifiques. Un programme APF, en fait, c'est un programme qui est marqué comme de confiance par le système. Donc en fait, il va être en mesure de réaliser des opérations privilégiées. Forcément, en tant qu'attaquant, si j'ai la possibilité d'en modifier un, ça m'intéresse. Pour commencer, je fais juste un list user. Ça va me permettre de... C'est l'équivalent d'un WAMI. Ça va juste me montrer les droits. Puisque le but de la démonstration aujourd'hui, c'est de les élever. On voit qu'on part avec un attribut known, qui veut dire qu'en fait, on n'a pas de droit sur le système. On est vraiment un utilisateur non privilégié qui ne va pas pouvoir faire grand-chose. Bon, là, ça me met aussi des informations sur les groupes, la dernière fois que je me suis connecté. Donc directement après, je vais exécuter une commande qui va lancer un script. Je vous le montrerai tout à l'heure. C'est le script qui va faire la liste de toutes les APF sur le système et les droits associés. Les droits que j'ai moi en tant qu'utilisateur non privilégié. Donc là, on a un retour. On voit que la plupart des APF, il y a marqué No Rakef Profile. Rakef, c'est l'outil de sécurité qui va en fait permettre à chaque tentative d'accès à une ressource de contrôler si l'utilisateur a le droit de le faire ou pas. Là, en l'occurrence, la plupart, on n'a pas configuré d'accès spécifique. Donc là, en l'occurrence, on n'aura pas accès par défaut. Juste après, je me rends compte qu'il y a effectivement quelque chose qui m'intéresse. Il y a 2 librairies APF sur lesquelles j'ai des droits alter, donc des droits de modification. Je vais en cibler une des deux. J'ai pris la première. Et je vais du coup pouvoir l'exploiter pour utiliser en fait son accès de confiance, son accès privilégié, pour élever mes droits de manière permanente. Bon, il y a quelques étapes, on va les détailler. Donc là, je suis sorti de l'interface de commande et je vais aller dans l'interface en fait de type gestionnaire de fichiers. Sur le ZOS, les fichiers et les dossiers, ça ne marche pas exactement pareil. Je ne vais pas faire le détail ici, mais globalement ici, je vais consulter en fait mes fichiers. Moi, j'ai déjà mis tous les scripts dont je vais avoir besoin pour exploiter ma vulnérabilité. Donc il y en a 4. Je vous montre rapidement le premier, c'est celui qu'on a lancé pour lister les APF.
Ça ressemble à ça, du Rex. C'est un langage de scripting qui est bon, globalement compréhensible. C'est assez haut niveau finalement par rapport à du COBOL. Et c'est ce qu'on va utiliser pour automatiser des opérations du type lancer des commandes, récupérer des retours et les filtrer à la volée. Le deuxième programme que je vais vous montrer, c'est le programme Super. C'est un programme assembleur. Et en fait, il va aller cibler un bit très précis de l'ACE. L'ACE, c'est une zone mémoire spécifique. Elle est initiée à la connexion d'un utilisateur. Elle va récupérer en fait les droits de l'utilisateur dans la base RACF et elle va les stocker dans cette zone mémoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on utilise le Z et qu'on est connecté, ce n'est pas la base RACF qui est interrogée à chaque fois pour récupérer nos permissions. C'est cette zone mémoire qui est l'ACE. Donc c'est une zone mémoire vraiment critique et en tant qu'attaquant, c'est elle qui va m'intéresser. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cibler un endroit précis de cette zone qui contient globalement le privilège élevé et on va flip le bit, donc on va l'inverser pour le passer de non autorisé à autorisé. On n'a pas les droits de faire ça forcément en tant qu'utilisateur non privilégié, mais on va utiliser l'APF qui elle est marquée de confiance et que je peux modifier pour pousser ce levier. Donc ça c'était le deuxième programme. Je laisse tourner. Le programme d'après c'est un job. Un job sur ZOS, c'est globalement une instruction qui va permettre d'exécuter un programme. En l'occurrence, nous, on va exécuter du coup, on va compiler en fait le programme assembleur que je viens de vous montrer dans la librairie qu'on a le droit de modifier. Donc là, j'ai surligné le programme assembleur que je vous ai montré. Et ici, on voit la librairie APF qu'on a identifiée juste avant comme modifiable. Donc voilà, c'était ça la librairie. Donc là, on va soumettre le job. Je crois que j'ai passé l'étape parce que je l'avais déjà fait. Mais bon, globalement, on met sub en commande sur le fichier. Le job est soumis. Et là, on va voir que si je vais consulter la librairie APF, mon assembleur a été compilé et ajouté à la librairie. Si on regarde, effectivement, ça ressemble à du compilé, de l'assembleur compilé qu'on ne peut plus trop comprendre. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, il ne me reste plus qu'à utiliser du coup cette librairie via le biais de l'APF qui est privilégié pour flip le bit ACE et récupérer des droits privilégiés sur le système. Donc je retourne dans mes fichiers, je vais utiliser le quatrième script qui s'appelle runELV de mémoire. Et du coup ce script là c'est à nouveau un job. Et ce qu'il va faire c'est que dans un premier temps, je vais appeler du coup le programme super de la librairie APF. Donc ça va me permettre justement de renverser le bit et récupérer l'accès privilégié. Et dans un second temps, je vais lancer une commande alu opdemo. Donc alu c'est alter user. Donc je vais modifier les droits de mon utilisateur. Opdemo c'est mon utilisateur. Et je vais lui ajouter deux droits, spécial et opération. C'est les droits les plus hauts sur un mainframe. Globalement, quand on les a, on peut tout faire. Juste pour préciser, effectivement, la première étape qui permet d'inverser le bit, elle est temporaire. Ça veut dire qu'à la fin de l'exécution du job, la CE, elle revient à la normale. C'est pour ça que je le fais dans un programme où je pérennise l'élévation de privilège en modifiant mon droit. Là, il va être modifié dans la base RACF, donc c'est définitif. Donc là, il ne me reste plus qu'à soumettre le job, donc j'ai mis sub dans la marge. Je vais avoir un code de retour 000, ce qui veut dire qu'il a bien fonctionné. Et si maintenant je relance un list user, on va pouvoir voir qu'effectivement, j'ai bien récupéré les privilèges spéciaux et opérations. Donc là, je suis vraiment administrateur sur le mainframe, je peux en faire ce que je veux. Hop. Je relance le diaporama. Donc voilà, on a développé pas mal d'autres petites élévations de privilèges du genre. On va commencer à publier dessus sur notre blog. On a déjà fait un webinaire pour présenter celle-ci. Et on continue à faire de la recherche dessus. Donc vous avez vu que en fait, il y a, malgré l'opacité en fait, d'un tel système, on arrive quand même à exploiter un certain nombre de failles dessus et d'élever ses privilèges. Ce que vous avez vu en faire en termes de démonstration, on l'a déjà fait en réel en fait, sur des systèmes, sur des mainframes lors d'audit chez des clients. Et ça marche, hein, c'est pas juste une démo. On a réellement élevé ses privilèges. Alors, la plupart du temps, bien entendu, on le fait sur un système de qualification. On ne le fait pas système de prod bancaire ou autre. Hein, mais c'est réellement des vulnérabilités qui existent réellement sur les systèmes. Il y a aussi, dans celles qui ont été listées, certaines qui sont même historiques. En fait, on appelle ça, par exemple, les canaux NJE, qui sont des canaux qui avaient été faits initialement pour faire des liens entre partitions mainframe, qui avaient été développées il y a peut-être plus de 30 ans,
et on s'aperçoit que sur des mainframes existants qui sont en production, on retrouve ces canaux toujours actifs alors que plus personne les utilise. Et ça pourrait être exploité par un client. Hein? Oui. Donc là, ce qu'on voulait juste vous dire, il reste qu'une minute, c'est voilà, les types de missions qu'on est amené à faire sur ce domaine-là, plus particulièrement, donc que ce soit le système Z ou les systèmes I, donc les AS400, c'est des audits. Donc nous, on est qualifié au niveau PASI, PASI LPM, la Société Étabilité Défense, et donc on est amené à faire des audits donc, sur les référentiels NIS, PASI ou audit de sécurité simple, hein, bancaire ou autre, et avec les connotations, donc tout ce qui est organisationnel et physique. On fait aussi des audits de data center et autres. Tout ce qui est architecture, on va regarder comment le mainframe est accédé et quels sont les types d'outils qui permettent de requêter le mainframe, que ce soit des outils de type téléphone ou des interfaces web ou autres. On va regarder la configuration, donc c'est là qu'on va détailler réellement la configuration du mainframe. Des audits de code COBOL, quand il y a besoin, pour essayer de retrouver en fait, l'état en fait, de certaines applications, et des tests d'intrusion qu'on lit aussi sur les environnements, puisque comme je dis, maintenant les mainframes sont accessibles en IP et on peut requêter facilement tous ces jobs et tous ces accès. Je te passe la... Ouais. Juste pour terminer, du coup ici on a mis une petite estimation des charges. C'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte pour ce genre de système, mais c'est globalement ce qu'on va retrouver sur des audits classiques. Voilà. On va terminer là parce que je crois qu'on a épuisé le temps. On est juste à côté, si vous avez des questions, on est disponible pour y répondre. On a fait effectivement un petit quiz aussi sur la présentation, donc si vous voulez participer, c'est sur le stand. Merci beaucoup messieurs pour cette présentation.